V8 Passion, le seul magazine québécois sur les autos américaines classiques et modifiées, est fier de vous présenter Passion Auto Rétro. Encore une fois, cette année, Mathieu Ziska s'est déplacé aux États-Unis pour nous faire découvrir les plus beaux musées. Cette année, Mathieu, on visite quel musée? Le AACA, le Antique Automobile Club of America, c'est à Hershey, en Pennsylvanie. Avant de commencer sur notre musée, on va parler un peu de l'histoire de Tucker, parce qu'il y a beaucoup de Tucker au musée, et ils ont fait l'acquisition aussi d'un lot de l'usine à l'époque. Donc, c'est un musée un peu spécialisé dans la marque Tucker. Fait que Tucker est une marque de voiture très réputée dans le marché qui a disparu dans les années 50. C'est bien ça? Oui. Alors, si on fait une petite histoire courte, Tucker est né en 1903 à Capac, au Michigan. À 11 ans, il a appris à conduire. Et à 16 ans, il achetait des voitures pour les réparer et les revendre. Il y avait ça dans le sang. Oui. Ensuite, il s'est fait engager comme commis de bureau chez Cadillac. Puis pour que ça aille plus vite pour faire son travail, là, il faisait ses déplacements en patin roulette. Ensuite de ça, en 1922, il est rentré dans la police à Lincoln Park, mais sa mère trouvait qu'il était trop jeune, puis en fin de compte, il était effectivement trop jeune, il avait 19 ans, alors il a fallu qu'il quitte la police. Ça prenait 20 ans, c'est ça? Ça prenait 20 ans. Alors, il s'est marié à 20 ans, puis il a loué une station-service, puis c'est son épouse qui gérait la station-service. Il y avait un contrat de location de 6 mois. Et pendant ce temps-là, il travaillait chez Ford sur la chaîne de montage, puis à la station-service, il vendait des Studebaker. Mais au bout de 6 mois, le bail n'a pas été renouvelé, alors il est retourné dans la police. Après ça, il a rencontré un nommé Michael Dolan, pour qui il a vendu des voitures. Puis ce Dolan-là va devenir plus tard le directeur des ventes chez Tucker. Donc de sa propre entreprise. Oui. Alors, ça a fonctionné un bout de temps. Il est retourné dans la police. Puis, pas stable, hein? Pas stable. Ensuite de ça, il a déménagé à Memphis, parce que Dolan avait une concession à Memphis. Il a déménagé à Memphis pour vendre des voitures pour Dolan. Il vendait des Stutz et des Chrysler. Après ça, il a approché Pierce Arrow. Et alors, Pierce Arrow l'a engagé. Il a déménagé à Buffalo pour travailler pour Pierce Arrow une couple d'années. Pour ceux qui ne situent pas, Pierce Arrow, c'est une voiture américaine. Une voiture américaine de grand luxe. De grand luxe, qui a disparu aussi dans les années 50. Qui est disparu dans les années 30. 30, excuse-moi. Ensuite, il a passé un mois à Indianapolis, puis il a rencontré un nommé Harry Miller, que lui faisait de la mécanique pour les véhicules de course. Alors, il a travaillé pour lui jusqu'à temps que Miller fasse faillite en 1933. Et après ça, ils ont parti une business qui s'appelait Miller et Tucker, qui continuait à faire de la mécanique pour les véhicules Indianapolis. Puis, entre-temps, en 1937, il a commencé à développer un blindé à grande vitesse. En 1939, il est retourné au Michigan. Probablement qu'il s'ennuyait. Puis là, la Hollande, la guerre a commencé. La Hollande voulait avoir un véhicule tout-terrain, parce qu'ils ont des terrains boueux là-bas. Bien, il fallait que ça soit de quoi de rapide. C'est dans les Pays-Bas, c'est ça? Oui. Alors, il a fait sa fameuse Tucker Tiger. C'est un véhicule avec un V12 de Packard, qui était tout-terrain, qui pouvait rouler à 100 000 à l'heure et à 60 000 à l'heure sur un terrain boueux. Mais les Pays-Bas n'ont jamais acheté, parce qu'entre-temps, ils se sont fait envahir par l'Allemagne. Par contre, Miller, son associé, lui, il a continué à développer un véhicule tout-terrain à la demande de l'armée, là, quand ils ont voulu avoir un Jeep. Alors, c'est ce qui est devenu le Jeep. Il n'était pas chanceux trop en affaires. Il développait des affaires, ça prenait des sous, venait pour les ventes, il n'y avait plus de marché. Exactement. Puis, en 1944, il a commencé sa campagne de financement pour fabriquer des Tucker. Alors, comme on l'a vu dans le film déjà, il y a eu 50 Tucker de fabriqués, plus un prototype, plus 2 autres Tucker qui ont été fabriqués à l'aide des pièces restantes. Tucker a eu beaucoup l'esprit vif parce qu'il s'est mis à contre lui toute l'industrie automobile qui ne voulait pas le voir apparaître dans le marché. Exactement. Là, au début, là, c'était folklorique, son affaire, mais à un moment donné, quand c'est devenu sérieux, là, ils l'ont pris au sérieux. Mathieu, on se retrouve tantôt pour commencer notre visite de musée. Oui.
Cette semaine, on parle de lubrifiant avec notre partenaire Hypertech, avec Marc. Comment ça va, Marc? Ça va bien, toi, Eric? Super bien. Good. Écoute, Hypertech est spécialisé dans toutes les sortes d'huiles, qu'on parle d'huile moto, peu importe la moto 2 temps, 4 temps, side-by-side, motoneige, muscle car, voiture régulière. Ouais. Et là, on va parler d'huile pour moteur diesel cette semaine. Exactement. Alors, la majorité ou une bonne partie des gens qui ont, peu importe quelle sorte de bébelle, ont souvent des pick-up. Beaucoup de ces pick-up-là sont des pick-up diesel. Il y en a qui sont entrepreneurs, qui ont des plus gros camions, etc. On a beaucoup de clients au niveau de l'industrie. C'est un très, très gros marché pour nous autres. Alors, on a une belle ligne de produits pour moteur diesel, puis je tenais à en parler à nos téléspectateurs. Parce que c'est des technologies qui sont très récentes et puis c'est les dernières normes sur le marché. Maintenant, on parle d'huile de différents grades avec des normes qui sont, pour les trois ici, les normes qu'on appelle CK4. C'est la toute dernière norme en termes de diesel. C'est une norme qu'on appelle rétro-compatible. Ça veut dire ça que une huile CK4, CK4 SN, etc., peut être utilisée dans les moteurs pour lesquels étaient recommandées des normes plus anciennes. Donc, inférieures. C'est ça, CJ4, CH4, etc., etc., etc. Donc, quand je pense ce produit-là avec ces normes-là, je peux le mettre dans n'importe quel diesel. À peu de choses près, oui. Sauf, par exemple, dans les autos européennes. C'est fait pour, vraiment, c'est du diesel heavy duty. OK. Alors maintenant, on a ça dans 3 différents grades. On a une 15W40, 100% synthétique toujours. Alors 15W40, qui est une HPCN, donc une très bonne qualité à un prix qui est, je dirais, très abordable. 2 huiles XPCN, donc 100% PAO. Ces deux-là ici? Ces deux-là. Une 540 et une 040. Alors ça, c'est des huiles qui ont des propriétés qui sont accrues. La 040 ayant probablement un point d'écoulement, si ma mémoire est bonne, de moins 57 Celsius. Alors ça, c'est une huile vraiment pour les froids extrêmes, mais qui peut être utilisée à l'année. Donc, si on comprend bien l'expression moins 57, ça veut dire qu'à moins 57, l'huile est encore fluide. C'est exactement ça. OK. Ouais. Donc, pas de difficulté à monter dans la pompe à l'huile, monter dans le moteur et le lubrifier rapidement. Exactement. Et surtout, pas de difficulté au démarrage à froid. OK, beaucoup moins de résistance. Beaucoup moins de résistance, pas de difficulté au démarrage à froid. On sait que des moteurs comme ceux de celui qui a le camion qui est à l'arrière de nous autres, ben, c'est dur à partir. Un moteur diesel, essentiellement, c'est souvent plus dur à partir qu'un moteur à essence. D'où l'importance d'avoir une huile fluide à basse température. Exactement. J'imagine que dans le Grand Nord, sur les routes de glace, c'est le genre de produit qu'ils utilisent. Oui, carrément. L'autre catégorie? L'autre catégorie, les FA4. Ça, c'est pour la toute dernière génération de moteurs diesel. C'est pas des huiles qui peuvent être utilisées dans les moteurs d'avant. Donc, c'est les moteurs, ça, de style 2019 et plus. OK. Alors, 2018, 2019 et plus. Donc, dans l'ensemble, on parle d'huile moderne. Oui. Adaptée au moteur d'aujourd'hui, diesel. Exactement. Puis on se différencie, nous autres, évidemment, parce qu'on a le traitement anti-friction dans tous nos produits. Et ce sont toutes ces huiles-là des 100% synthétiques. Ces deux-là sont disponibles en gamme 10-30 et 5-30, ou 5-30 et 10-30. 5-30 et 10-30. Marc, on se revoit tantôt. On va parler du camion en arrière de nous, qui est un camion haute performance diesel. Ça, c'est tout un camion. À tantôt. Merci. Pour explorer l'excellence, ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Mathieu, on rentre par la porte de notre musée AACA, qui est le long cours du musée. Tu nous fais visiter les perles rares de ce musée-là. Oui, alors dans le musée, on peut voir le châssis numéro 2 qui servait de test pour l'attaqueur. Ce châssis-là est équipé d'un moteur 589 pouces cubes. C'est un moteur d'hélicoptère de 150 chevaux avec des valves en tête, mais les valves sont opérées à l'huile. C'est pas mécanique. C'est pas traditionnel pour un moteur d'auto. Non. Il y a un centre de gravité très bas, des freins à disque, puis une suspension indépendante élastobérique. C'est un genre de gros boudin caoutchouté,
dans lequel les deux tables de suspension sont fixées. C'est comme une espèce de joint comme ça. Exactement. Alors, si on continue, il y a beaucoup de prototypes de moteurs. Il y a un moteur refroidi à l'air. Il y a une transmission Tucker-Matic R12. Ça, il y a eu seulement 2 Tucker avec des transmissions automatiques. Il y a eu beaucoup de transmissions qui provenaient de Cord. C'était une transmission manuelle, mais opérée électriquement. Alors, il y a le petit bras à l'intérieur. Vous opérez le petit bras à l'intérieur. Ensuite, vous pesez sur l'embrayage, puis la vitesse change. On inverse la manière de faire, dans le fond. Oui. OK. Ensuite, à ce moment-là, il y avait des moteurs de 335 pouces cubes de 166 chevaux. Toujours le même principe de mécanique à plat? Tout le temps le même principe. OK. Ce moteur-là avait 372 livres de torque. Plus loin, là, on peut voir la Tucker numéro 1022. Ça, elle est grise. C'est une des rares automatiques qui survit. C'est la couleur originale du véhicule. Ils ont également le Tucker 1001, qui est couleur marron. Celle-là, elle a une transmission semi-automatique, là, comme la transmission Tucker. C'est la première qui a été produite après le prototype. OK. Ça complète pas mal ce qu'il y a de Tucker. Il y a beaucoup de pièces d'archives, des documents, ces choses-là. C'est ça. Dans le fond, comme on disait dans la première partie de l'émission, il y a eu un achat en bloc de toute l'usine. Oui. Donc, que ce soit la papeterie, les plans, tout ça, ils ont acquis. Exactement. Et puis là, dans le musée, bien, lorsque j'y suis allé, il y avait une exposition spéciale sur les Studebaker. Alors, il y en a plusieurs qui savent que c'est ma marque fétiche. C'est ta spécialité reconnue internationalement. Un petit peu ma spécialité. Oui. Alors, le premier qu'on peut voir, c'est un Studebaker électrique. C'est un genre d'autobus. Ils en ont fait 2. Ça, c'était pour transporter les passagers entre l'ancienne bâtisse du Sénat américain puis le Capitole. Il y avait seulement 760 pieds à parcourir, mais les gens étaient transportés par ce véhicule-là. Il y avait 12 batteries de 6 volts et ça avait une autonomie de 140 km. Quand même? Oui. Quand même? Ça voyageait 12 passagers à la fois. Il faisait 225 voyages par jour. Ça veut dire qu'il voyageait environ 2200 passagers par jour. Ça a été utilisé jusqu'en 1912. Puis après ça, ils ont fait un genre de monorail là, pour transporter les gens. Quand même impressionnant, l'autonomie pour l'époque. Oui, oui. La prochaine voiture, c'est une EMF 1910. EMF, c'est le nom des 3 personnes qui possédaient la compagnie, Everett, Metzger et Flanders. Ça a été fabriqué de 1908 à 1912. C'était vendu par les concessionnaires Studebaker et c'est devenu plus tard une Studebaker. C'était un véhicule avec un 4 cylindres en ligne de 226 pouces cubes et 30 chevaux. Ça se vendait un petit peu plus cher qu'un Ford T, mais c'était plus puissant qu'un Ford T. Et ça a été, en 1911, la 2e voiture la plus vendue en Amérique, en arrière justement de la Ford T. Ça, personne ne sait ça. Personne ne sait ça. Alors, la prochaine voiture que je vous présente, c'est un Studebaker 1931 Président. C'est probablement une des plus belles voitures que Studebaker a faites avant la faillite de 1933, puis due à la crise aussi. Alors, la Président, c'était un 8 en ligne de 337 pouces cubes et de 122 chevaux. Et il y avait une transmission qu'on appelait freewheeling. Alors, c'était une transmission manuelle, mais lorsqu'on lâchait l'accélérateur, elle tombait au neutre, au lieu de compresser. OK. Par contre, ça a été abandonné quelques années plus tard parce que, justement, la compression, c'était quand même pas mauvais, là. Ça devait être mécaniquement assez sollicité, de toujours tomber au neutre et embrayage. Probablement. Oui. Alors, dans les photos que j'ai prises, il y en a une qui a pris 27 ans à rénover, c'est la rouge. Puis il y en a une grise aussi qu'on peut voir sur la photo. C'est des très beaux véhicules. Quant à nous, Mathieu, on se retrouve en 3e partie de l'émission pour poursuivre notre visite de musée. Parfait. Cette semaine, on vous présente un petit véhicule de 2500 HP, chevaux vapeur au minimum. Marc, là, on parle des lignes majeures, là. On parle d'un diesel haute performance. Exactement. Alors, c'est le camion de mon ami André Turcotte de Transport Multivrac. Un gars qu'on commandite depuis, mon Dieu, de nombreuses années. Un gars qui a fait Truck Non-Stop, la série télévisée Historia, oui. Et puis, une vedette dans le monde du camionnage, là, de la course de camionnage au Québec. C'est un gars qui est super sympathique, puis un fier compétiteur.
Évidemment, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans le moteur? De l'huile Hypertech, Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qu'il met dans son fioul? du produit Hypertech. Voilà, des additifs Hypertech. C'est pour ça que ça marche, entre autres. Ça fait depuis quelle année qu'il course? Depuis Je pense que ça fait 11 ans, quelque chose comme ça. OK. C'est à peu près ça. 11 ans? Ouais. Puis c'est un milieu très compétitif. J'imagine que c'est pas n'importe qui peut s'inspirer en course de tracteur de vanne. Il faut avoir une certaine expertise. Oui, alors c'est une chose que tu acquiers, évidemment. Je me rappelle, à ses tout débuts, André a commencé comme tout le monde au bas de l'échelle, mais il a vite grimpé dans les échelons majeurs. Et ça peut ça, c'est à donner à la course qui est devenue une de ses passions. Exactement. Ouais. Marc, merci beaucoup. Merci. Pour explorer l'excellence, ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Mario, dans notre série Histoire de jouets, cette semaine, on parle de Tonka qui a gagné un prix prestigieux. Oui, un prix Oscar là, en 1956. Tonka avait développé un camion de pompiers extérieur pour jouer naturellement. Et puis, on pouvait brancher un boyau d'arrosage avec une petite bonne fontaine, muni d'un adaptateur, bien sûr. Ouais. Alors, ce jouet-là a vraiment connu un succès. Il s'est même mérité un Oscar et a été classé dans le top 10 du magazine Science and Mécanique à l'époque. À ce point-là. À ce point-là, c'était vraiment là, bien conçu. En 1958, après une année marquante pour Tonka, à cause de la récession, les ventes ont baissé un petit peu. Tonka avait acheté des vieilles maisons, des vieux bâtiments dans la ville de Loretto, Minnesota. Et ces bâtiments-là ont été aménagés pour l'assemblage simple et du stockage de produits finis. Donc, les dirigeants de Tonka espéraient que les ventes reprendraient pour la période des fêtes, naturellement. Et toutes les Tonka en surplus ont été stockés dans des maisons, dans des garages dans la ville, un peu partout, parce qu'on n'avait pas de grande usine là, pour Il n'y toutes avait les pas stocker. d'entrepôt disponible. Exactement. Donc, ça avait été quand même assez intéressant, cet aspect-là. Cette même année, grâce à la mise en place également d'un nouveau processus d'assemblage, Tonka a pu produire 10 000 camions par jour. Par jour. Pas par semaine, pas par année, par jour. T'imagines combien de camions à la minute? C'est incroyable. Toujours en 58, on commence à voir l'apparition de modèles plus axés sur le loisir. Le Sportman numéro 5, un genre de petit pick-up avec une boîte. Ça, c'était à l'origine de toute la gamme des véhicules loisirs chez Tonka, comme la Jeep, les bateaux, les camping-cars, qui représentent une grande partie de la production de Tonka. On est arrivé également avec un nouveau look pour les camions, équipés d'un pare-brise, pour la première fois en plastique. Donc là, on se raffine un petit peu. Alors qu'autrefois, c'était en verre ou il n'y en avait pas? Il n'y en avait carrément pas. OK. Là, on arrive avec des éléments semblables. Le 5 juillet, inévitablement, 1960, Tonka sera introduit en bourse. Oh boy, c'est le grand départ. là. C'est le grand départ. La semaine prochaine, je vais te parler de design et le marché féminin. Merci, Mario. Merci. Louise, déjà le 23e gala d'élégance des Belles Autos d'hier. Ça fait 23 ans que vous organisez l'événement. Cette année, c'est les véhicules de service. C'est original comme thème. C'est très original, puis aussi, il faut dire qu'on a une participation record. Des véhicules qui se déplacent beaucoup moins, donc on se considère très chanceux de les avoir avec nous. C'est des véhicules qu'on restaure moins également, moins communs. Lorsqu'on voit une remorque ou un camion de pompier des années 20 et 30, c'est des choses qu'on voit jamais ou presque. Je dirais que c'est une double passion. C'est des gens qui ont la passion des véhicules anciens, mais aussi des véhicules qui ont une histoire ou un attachement de la communauté un peu plus particulier. Si on pense aux ambulances, aux corbillards, aux véhicules de livraison, à tous ces véhicules-là qui fascinent. Camions incendie, voitures de police. Je pense qu'il n'y a pas de génération, puis il n'y a pas d'époque non plus où les gens se sentent pas attirés par ces véhicules-là.
effectivement, on voit les gens autour des ambulances. C'est tellement un passé lointain pour nous de voir ces équipements-là dans les camions de pompiers et les ambulances. On dirait une autre époque, effectivement, un autre millénaire. Oui, parce que, je veux dire, les services ont changé aussi. C'est pas que les véhicules, c'est aussi la façon de rendre les services. Donc, ça nous ramène vraiment ailleurs. Ça nous incite à s'intéresser à une époque peut-être qu'on n'a même pas connue. Donc, je pense que ça a un attrait très, très particulier. Merci beaucoup, Louise. On se donne un rendez-vous pour la 24e édition l'an prochain. Absolument. Donc, juin 2020, on vous donne rendez-vous pour la 24e édition du Gala des belles autos d'hier. On poursuit avec notre troisième partie de la visite de notre musée annuel avec Mathieu. Mathieu, on continue notre visite avec des voitures plus que rares, plutôt extraordinaires. Oui, alors là, je vous présente, c'est un Studebaker Land Cruiser 1934. Ça a été introduit en 1933 au Chicago Century of Progress Fair. C'est une exposition qui présentait là, les progrès de ces années-là. C'est le premier véhicule avec un cache-roue et un coffre arrière. Parce que jusque-là, les coffres, les valises, c'était comme une valise rajoutée sur le derrière de l'auto. Oui, il y avait un support à malle arrière, dont le nom malle arrière. Oui, alors celui-là, le coffre était intégré à l'auto. C'était un véhicule de 5 passagers. Ça se vendait 1 510 $. C'était 15 plus cher que la compétition. Mickey Rooney, un acteur, en a eu un. Ils en ont fait 841 de ces véhicules-là. C'est un véhicule qui était, au niveau design, en avant de son temps de beaucoup. En avant de son temps. C'était inspiré de la Pierce Arrow, Silver Arrow, qui était propriété de Studebaker aussi dans ce temps-là. Le prochain véhicule, c'est un Studebaker 51 Commander Starlight, le fameux Studebaker avec le nez d'avion. Là. Oui. Le Starlight, lui, la vitre arrière faisait le tour du véhicule au complet. À partir de la porte avant à gauche, puis ça allait jusqu'à la porte droite. Il y avait un nouveau V8 dans ce véhicule-là. C'était un 232 pouces cubes de 120 chevaux avec les valves en tête. C'était révolutionnaire pour le temps parce que Chevrolet, Plymouth puis Ford n'avaient pas ça, ce genre de moteur-là. Puis les valves en tête, pour l'Américain, typique, c'était des moteurs à poussoir généralement. C'est ça. Oui. C'est un véhicule qui se vendait 1 571 $. Ça pouvait aller jusqu'à 2034 $. Il y en a eu 144 000 de produits. Studebaker a fait de l'argent avec ces véhicules-là, mais ça a été pas mal dans les dernières grosses années, là, parce qu'après ça, là, ils se sont mis à avoir de la misère. Le marché étant différent. Et là, c'est dans le monde des fusions automobiles américaines qu'on va voir venir. C'est ça. Ensuite, je vous présente un Studebaker 52 Commander décapotable. Ce véhicule-là, on fêtait avec ce véhicule-là le centenaire de la compagnie, parce que la compagnie avait commencé en 1852. Ça a été le Pacecar aux 500 000 d'Indianapolis. C'est la dernière année que Studebaker a fabriqué des véhicules avec les portes suicides. Quand tu parles de 1852, c'est à l'époque où ils fabriquaient des calèches. Exactement. OK. Ce véhicule-là se vendait à 2 090 $ à 2 550 $. Ensuite, on peut voir un Studebaker 1953. Ça, c'est un dessin de Raymond Loewy. C'est un véhicule vraiment révolutionnaire pour le temps. Une ligne européenne, là, c'était vraiment en avant de son temps. Mais ça a été un flop de marketing parce que la compagnie avait évalué vendre plus de 4 portes que de 2 portes, alors que la demande a été plus pour les 2 portes que les 4 portes. Donc, ils ont fabriqué du 4 portes qui ne s'est pas vendu, puis ils n'ont pas fait de 2 portes qui se seraient vendues. Qui se serait vendu, exactement. Ensuite, je vais vous en présenter un autre pour terminer. C'est un Studebaker Spectre. Ça, c'était un prototype qui avait été fait par Brooks Stevens, le dessinateur de plusieurs modèles de Jeep. Il y a un seul exemplaire de fait. Ça devait être le Studebaker 1967. Comme on peut voir ces photos, c'est assez révolutionnaire. Les feux avant étaient à la pleine largeur en avant, puis ça avait été élaboré par Sylvania. Comme je disais, il y a un seul modèle de produit. Le côté gauche, ça représente la version luxueuse, tandis que le côté droit, c'est la version de base. Il y a moins de chrome puis moins de fioritures, si on veut. En 63, déjà, il planchait sur le 67. Oui.
Puis on voit tout de suite que la compagnie a une vision d'avenir incroyable avec le tableau de bord, la ligne, c'est vraiment en avant de son temps. Exactement, mais comme le président était tombé malade en 63, le conseil d'administration ont décidé que c'était fini pour la compagnie. Puis en même temps, on ne se le cachera pas, l'industrie américaine de l'automobile ne les voulait pas dans le marché. Exactement. Dans le temps, c'était, on essaye d'en faire mourir là, pour avoir le monopole. Le monopole, mais ils n'ont pas réalisé que des années plus tard, ce seraient les autres pays qui allaient venir ici. Non. Mathieu, super intéressant. Un gros merci pour nous avoir fait visiter ce musée-là. On se dit à l'année prochaine. Ça m'a fait plaisir. L'Exposition internationale d'auto de Lévis est fière de vous avoir présenté ce segment d'émission. C'était Éric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Cette émission vous a été présentée par Expérience Course Vintage. Sensations fortes et adrénaline garantie.